Pendant les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Troisième Reich effondrait sur les champs de bataille, certains des projets les plus technologiques étaient en cours de développement inhabituel et ambitieux de l'histoire moderne. Le ingénieur. Les nazis ont développé des prototypes qui semblaient provenir d'un roman de science-fiction. Chasseurs-fusées, avions furtifs, technologies suborbitales et missiles intercontinentaux. Nombre de ces inventions n'ont jamais été utilisées au combat, mais leurs bases, plans et prototypes ont été abandonnés et récupérés par les États-Unis. Parmi ces projets étonnants se distingue le DFS 346, un avion espace conçu pour atteindre des vitesses supersoniques. Il n'a jamais décollé. Il en fut de même pour le Horten-Ho 229, premier avion doté d'une technologie furtive conçue pour échapper aux radars alliés. Le Messerschmitt. Me-163 Comet, quant à lui, était le chasseur le plus rapide de l'histoire. Son temps, mais son rare autonomie, il retournait presque inutile. Toujours plus loin, étrange était le Bachemba 349 Natter, un chasseur vertical jetable conçu pour des missions suicides. Mais rien ne surpasse le concept du Silbervogel, un bombardier suborbital capable de traverser les continents à des vitesses hypersoniques, ou celui de la fusée V2, premier missile balistique à longue portée, précurseur direct des programmes spatiaux soviétiques et américains. Le premier missile balistique à longue portée, la création de la fusée V2. La fusée V2 fut le premier missile balistique de l'histoire. Cet engin, également connu sous le nom de bombe V2, fut le culmination de la rêve de Werner depuis Braun et le cauchemar de l'humanité. Cette bombe à longue portée fut développée par une équipe d'ingénieurs allemands sous la direction du brillant, ambitieux et contradictoire Werner von Braun. La Vergeltungswaffe 2, arme de revanche 2, était le projet d'armement le plus avancé du Troisième Reich. Son nom technique était Agregat 4, mais personne ne s'en souvient sous cette appellation. La V2 n'est pas été une bombe de plus. C'était le premier engin artificiel à quitter l'atmosphère terrestre et à y revenir pour provoquer une destruction massive. C'était une technologie de science-fiction en pleine Seconde Guerre mondiale. Le missile mesurait 14 mètres de long, pesait plus de 12 tonnes et transportait de vent explosif de 1000 kg d'amatol. Son moteur de carburant liquide, à base d'éthanol et d'oxygène liquide, il le propulsait à des vitesses dépassant les 5700 km/h, atteignant une altitude de 90 km avant de plonger vers sa cible à une vitesse supersonique. Et le plus terrifiant était qu'il était impossible de l'arrêter. Aucun chasseur ne pouvait l'atteindre. Les radars étaient incapables de le détecter à temps. Aucune batterie antiaérienne n'était efficace. Lorsque les citoyens entendirent l'explosion, ce fut la première et dernier signe de que un V2 il y avait a été lancé. Non, il y avait un avertissement, seulement destruction. D'abord, lancement opérationnel s'est produit le 8 septembre 1944 au-dessus de Londres. En quelques secondes, un cratère s'ouvrit dans le sol. Des corps étaient déchirés en morceaux, bâtiments réduits en ruines. Ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, plus de 3000 missiles V2 furent tirés, principalement contre l'Angleterre, la Belgique et France, causant plus loin de 9000 décès de civils. Techniquement, le 5-2 était une prouesse. Il était équipé d'un guidage inertiel ajustant sa trajectoire grâce à des gyroscopes et des servomécanismes. Le contrôle de la direction était assuré par des ailettes de tuyères et des surfaces aérodynamiques mobiles. Son lancement nécessitait des plateformes mobiles complexes, une logistique précise et un réseau de production décentralisé. Malgré toutes ces difficultés, le V2 fonctionna, et chaque tir était une démonstration de la puissance destructrice dont le Reich était encore capable. Mais la création du V2 a une histoire encore plus sombre, le coût humain de sa fabrication. Au lieu d'utiliser des usines conventionnelles, les nazis choisirent de dissimuler sa production dans des tunnels souterrains pour éviter les bombardements alliés. C'est ainsi qu'est née la Mittelwerk, une usine près de Nordhausen, exploitée par des ouvriers. Esclaves de la camp de concentration de Dora Mittelbau. Plus de 20 000 prisonniers décédés bâtiment les missiles, déjà dehors par faim, maladie, épuisement, soit exécution. Ironiquement, plus de personnes sont mortes en fabriquant le V2 qu'à cause de son impact au combat. D'un point de vue stratégique, le V2 n'a pas changé le cours de la guerre.
Sa précision était limitée car il pouvait dévier de plusieurs kilomètres de sa cible et son coût de production était astronomique. Chaque missile représentait un investissement massif en ressources et en temps, faisant même appel à la main-d'œuvre forcée. Dans une Allemagne déjà effondrée, lancer des missiles au hasard sur des villes civiles n'était pas une victoire. C'était un cri de désespoir. Depuis le tombe. Mais dans autre sens, ouais, changement le histoire. Avec le V2, il monde si par pour la première fois le ciel n'offrait plus de refuge, que la guerre pouvait venir de l'espace, et que la connaissance scientifique, dénuée d'éthique, pouvait être transformée dans un monstre sans contrôle. Quand il Troisième Reich, après l'effondrement du régime nazi, les puissances victorieuses se sont empressées de capturer non seulement les missiles, mais aussi leurs créateurs. Von Braun, accompagné de centaines d'ingénieurs allemands, fut emmené aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Là, il travailla sur des programmes de fusées militaires et plus tard à la NASA, concevant la Saturn V qui devait emmener l'homme sur la Lune. L'héritage du V2 est donc aussi paradoxal que troublant. De l'horreur nazie à Apollo 11. Dans ces derniers jours, Hitler rêvait d'armes miracles capables d'inverser la défaite. Mais le V2, aussi révolutionnaire fut-il, ne démontrait le degré de désespoir de la régime. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie au service de l'effondrement. Un projectile supersonique, une ombre fugace, un éclair vertical tombé du ciel sans prévenir. Oiseau d'argent, l'avion suborbital du Troisième Reich. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, tandis que le monde regardait avec horreur la Wehrmacht progresser à travers l'Europe, dans les recoins les plus secrets du régime nazi, un groupe d'ingénieurs travaillait sur un projet qui semblait sortir d'un roman de science-fiction. Le Silbervogel, le Parsitam. Silver, un bombardier suborbital qui aurait pu changer l'histoire de la guerre et de la planète. Le concept a été conçu par le jeune physicien autrichien Eugen Sänger et sa collègue Irene Brett, qui ont développé une idée radicalement innovante d'un avion propulsé par fusée capable d'atteindre la haute atmosphère en dessus et croix moitié monde avant de lancement un bombe à propos États-Unis. Le projet s'appelait officiellement Silbervogel et faisait partie d'un programme le plus ambitieux, l'America Bomber, une tentative désespérée du Reich d'étendre sa capacité de destruction au-delà de l'Atlantique. L'idée était simple en théorie et révolutionnaire en pratique. Le Silbervogel serait lancé depuis une piste spécialement conçue à cet effet au moyen d'une catapulte de 3 km qui l'accélérerait jusqu'à 1850 km/h. Une fois en mouvement, ces moteurs fusées à carburant liquide le propulseraient dans la stratosphère à une altitude de 145 km. À cette altitude, au lieu de voler en continu comme un avion conventionnel, le Silbervogel exploiterait un phénomène physique appelé glissement par saut. Il planerait à la frontière entre l'atmosphère et l'espace, perdant et regagnant de l'altitude de manière séquentielle. De sauts hypersoniques, comme une pierre rebondissante à la surface de l'eau. Sa portée projetée était extraordinaire. Pourrait voyage depuis Allemagne jusqu'à New York, larguer une bombe de 3 à 5 tonnes et poursuivre sa trajectoire vers le Japon ou atterrir dans le Pacifique. Le véritable objectif n'était pas seulement militaire. Pour Hitler, ce projet impliquait un symbole, la possibilité d'étendre davantage la main du Reich, au-delà du continent, prouvant que sa vision pouvait se transformer en cauchemar planétaire. Cependant, les défis étaient presque insurmontables. Le fuselage devait résister température proche à le 1500 degrés Celsius par le friction avec l'atmosphère. Le système de guidage et de navigation était, pour l'époque, absolument rudimentaire. Et l'infrastructure nécessaire au lancement de l'avion, comme la piste et la catapulte, n'existait que sous forme de plan. Le Reich manquait de matériaux capables de résister à de telles contraintes thermiques, ni de système de guidage orbital fiable. Même la conception de Sänger prévut un complexe rentrée, une pression atmosphérique qui aurait compromis toute mission. Malgré tout, le projet fut mené à bien, du moins sur le papier. Albert Speer, ministre de l'armement du Reich, manifesta lui-même son intérêt pour le concept, même s'il le qualifia rapidement de « fantasme techniquement fascinant, mais inutile aux fins du projet ». Immédiat de la guerre. Hermann Göring partageait la même opinion, réaffectant des fonds à des développements plus immédiats comme les avions de chasse et les bombes volantes V1 et V2. À la fin de la guerre,
Les Alliés découvrirent les documents de Senger et Brett dans des installations abandonnées du sud de l'Allemagne. Ce qui semblait impossible commença à intéresser les nouveaux maîtres du monde. Les États-Unis et l'Union soviétique ne se disputèrent pas seulement les scientifiques nazis à travers l'opération Trombone, mais aussi ses idées. Le projet Oiseau d'argent était un de le plus étudiés. En fait, certains de ses principes ont inspiré la conception du X-20 Dinah Soar, un planeur spatial développé par les Américains dans les années 60 et qui a servi de base conceptuelle aux navettes spatiales des décennies plus tard. Le Silver Bird n'a jamais volé, il n'a pas détruit New York. Il n'a pas survolé le Pacifique pour symboliser le Troisième Reich mondial. Mais le simple fait qu'une telle idée ait été conçue pendant une guerre au XXe siècle témoigne du niveau d'ambition, voire de délire, qui caractérisait l'Allemagne nazie. Au lendemain de sa défaite, il ne restait plus que des ruines et des crimes, mais également les germes de la future course à l'espace. Bachem B a 349 Natter, le combattant jetable. Au plus fort du Troisième Reich, alors que le ciel allemand était le domaine absolu des bombardiers alliés, des idées désespérées émergèrent pour enrayer l'effondrement imminent. L'une des plus radicales fut le Bachem BA 349 Natter, un avion-fusée hybride conçu non pas pour un combat aérien prolongé, mais pour un seul objectif: décoller verticalement, abattre un bombardier et disparaître dans l'oubli, ou exploser en tentant sa chance. Le concept est né en 1944 par Erich Bachem, un ingénieur qui, en collaboration avec la Luftwaffe, a présenté un plan audacieux et sans précédent. Un chasseur-intercepteur qui pourrait être lancé depuis une rampe entièrement propulsée par des roquettes, sans train d'atterrissage, sans manœuvrabilité post-attaque et avec des composants peu coûteux et fabriqués rapidement. Autrement dit, une machine suicide, comme les kamikazes japonais, bien qu'officiellement, ne serait pilotée que par des patriotes volontaires, car le Reich n'accepterait jamais d'utiliser les Allemands ariens comme chair à canon. Le Natter était petit, à peine 5 mètres de long, avec un fuselage construit en grande partie en bois en raison de la pénurie d'aluminium. Il a été équipé avec un moteur fusée principal Walter HWK 109,509A2, le même que conduit au mois 163 Comet, et 4 propulseurs Schmieding latéraux pour assurer la portance verticale lors du décollage depuis une plateforme fixe. Son mode de fonctionnement était aussi bref que perturbant. Une fois lancé verticalement, il s'élevait jusqu'à atteindre l'altitude des bombardiers alliés, alignés avec la cible et tirer un sauvegardaire de fusée Henschel HS 217 depuis son nez. Après l'accident vasculaire cérébral, le pilote a dû lâcher le nez de l'avion, s'éjecter avec un parachute, tandis que le reste, le fuselage, se désintégrerait ou tomberait. La nacelle avant, théoriquement récupérable, contenait les systèmes de ciblage et d'armes. Sans embargo, les essais furent tragiques. Le premier et unique vol habité fut réalisé. Le 1er mars 1945 avec le pilote de preuve Lothar Sieber à Conseil. Après, au décollage, le Natter a viré de manière incontrôlable, a effectué un virage vers le haut et il s'écrasa au sol, tuant Sieber. Ce fut le premier décollage vertical habité de l'histoire et aussi le premier échec catastrophique. Malgré le désastre, une trentaine d'appareils furent construits. Certains furent déployés près de Stuttgart, mais ne furent jamais utilisés au combat. L'avancée des troupes alliées empêcha toute utilisation. Réel, et le reste de le projet a été découvert par les forces américaines en avril 1945. Il que fait au bavardé, donc singulier, n'en est seulement son audace technique, mais il concepte le sacrifice qu'il représentait. C'était une machine conçue comme jetable, symbole d'une guerre désormais impossible à gagner par des stratégies conventionnelles. Sa conception combinait désespoir, innovation et mépris pour la vie du pilote, réduit à un outil fonctionnel. Après la guerre, les ingénieurs alliés examinèrent attentivement les plans et capturèrent des unités. Bien que le concept ne fût pas reproduit à l'identique, son lancement vertical et sa conception modulaire anticipèrent certaines évolutions des roquettes et missiles militaires. Solaire dans le années 50, le BA 349 Natter fut l'ultime acte de folie aérodynamique, non pas à cause de son échec, mais à cause de son audace. Il représente le dernier souffle d'un régime qui, assiégé par une défaite imminente, continuait de rêver d'armes impossibles. Messerschmitt ME-163 Comet, le chasseur le plus rapide, et inutile.
Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le ciel de l'Europe commença à être teinté de bombardiers alliés, Allemagne parie par la vitesse comme arme. La création de la Messerschmitt, moi 163 Comet, était-il essayé plus loin, tentative radicale d'atteindre la supériorité aérienne grâce à une innovation extrême. Ce fut la première, le plus grand chasseur-fusée au monde, et aussi le seul à avoir participé à des combats. Mais son histoire, bien que rapide, fut aussi tragiquement brève. Conçu par le brillant ingénieur Alexander Lippisch, le ME-163 était un bête sans précédent. Il n'avait pas d'hélice, ni l'un ni l'autre moteur conventionnel. Non dénombré, ni l'un ni l'autre, même pas avec un train d'atterrissage rétractable, et pourtant était capable d'atteindre 960 km/h en quelques secondes seulement. Forme triangulaire, avec à delta, il ressemblait plus loin un missile habité qu'un avion traditionnel. Alimenté par îles puissants, mais le moteur instable, Walter H-K 109-509 fonctionnait avec un mélange hypergolique de deux carburants, le C-STOF, un mélange d'hydrazine et de méthanol, et le T-STOF, un composé de peroxyde d'hydrogène hautement concentré. Ensemble, ils produisaient une poussée brutale, mais aussi une combinaison extrêmement volatile. La procédure de vol était donc bref comme dangereux. Il Comet a décollé à partir d'un patin de vol plané, assisté par un petit train auxiliaire qui se détachait après le décollage. En quelques secondes, il atteignit une vitesse verticale pouvant atteindre 11 000 mètres par minute. Une fois à l'altitude souhaitée, le pilote ne disposait que de 5 minutes de puissance pour intercepter les bombardiers ennemis, tirer avec ses deux canons Mk-108 de 30 mm, puis revenir au sol en planant sans moteur. L'atterrissage s'effectuait sur le patin fixe, dans des conditions qui endommageaient souvent le fuselage et blessèrent le pilote. Sur le papier, le Comet était un cauchemar pour les bombardiers alliés, car il était théoriquement impossible à toucher par les chasseurs d'escorte, plus rapides que n'importe quel avion existant et équipés de canons suffisamment puissants pour détruire un B-17 d'un seul coup. Mais en pratique, les vertus ont été diluées face à d'énormes limitations. Le temps de combat effectif était minime, le but, je revenais presque impossible à les vitesses atteintes et les possibilités d'interception d'un ennemi étaient extrêmement limitées. Les pilotes couraient également un risque constant. Le mélange de carburant était donc réactif qu'un simple atterrissage grossier pourrait faire exploser l'avion. Beaucoup sont morts, brûlés, déchiquetés ou asphyxiés par les gaz. Seulement 9 bombardiers ennemis étaient renversés officiellement par le moi 163 appareils furent utilisés tout au long de la guerre. En revanche, plus de 10 comètes furent perdus dans des accidents ou des défaillances opérationnelles. Malgré ses limites, le Comet eut un impact profond sur les forces alliées. La vue d'un appareil sans hélice s'élevant verticalement tel un météore suscita confusion et peur. Sa présence imposa un changement de tactique de bombardement et démontra que l'Allemagne poursuivait toujours sa quête de revanche technologique. La production du Me-163 s'est poursuivie jusqu'à la fin du conflit, avec plus de 300 unités construites, bien que seulement quelques-unes infractions étaient déployées dans le combat. Les escadrons qui les exploitaient, comme le GG-400, face à constantes problèmes techniques, manque de carburant et un taux d'accident très élevé. Toujours donc, les pilotes étaient considérés comme faisant partie d'une élite presque suicidaire. Le guerre, États-Unis, Union soviétique et Royaume-Uni capturaient plusieurs spécimens et le soumis trop étendu preuve. Moi 163 influencé dans études à propos à delta, fuselages aérodynamiques et moteurs fusées. D'une certaine manière, c'était ancêtre conceptuel d'avions expérimentaux tels que le X-15 américain. Le premier avion invisible de l'histoire, le Horten O-229 de la Luftwaffe. Parmi les découvertes les plus curieuses de la recherche aéronautique nazie, le Horten O-229 se présente comme une relique futuriste et troublante de l'histoire de l'aviation nazie. Seconde Guerre mondiale. Créé par les frères Horten, cet appareil à réaction en forme d'aile volante offrait une conception radicale, réduisant la surface radar et préfigurant étrangement le développement des bombardiers furtifs modernes. Les prototypes achevés ont subi des essais en vol qui ont démontré une aérodynamique si avancée qu'ils pouvaient être des concepts rivaux utilisés plus tard dans des avions contemporains tels que le bombardier B-2 Spirit, bien que le O-229 ait été construit principalement en contreplaqué et autres composites légers.
La forme aérodynamique du Ho-229 visait à minimiser la traînée et à atteindre des vitesses élevées grâce à ces deux réacteurs. La Luftwaffe voyait un grand potentiel dans un chasseur-bombardier rapide capable de surpasser les avions alliés. Le Horten Ho-229 était un avion monoplace de 7,4 mètres de long et d'une envergure de 16,8 mètres. Sa forme de planeur lui permettait de ne mesurer que 2,81 mètres de hauteur, avec un cockpit de 1 mètre de élevé. Comme c'est une aile volante, sa surface à l'armée était de 50,2 mètres. Vide, il Ho-229 pesait 4600 kg, auquel s'ajoutaient 1700 kg de carburant qui permettait une portée opérationnelle maximale de 1900 km. Ceci s'appliquait également à la charge de bombes, qui atteignait 2000 kg, dépassant ainsi les attentes du chef d'état-major. La Luftwaffe. Entièrement chargé, le Ho-229 pouvait peser jusqu'à 8100 kg. Tout ce volume devait voler à une vitesse proche de 1000 km/h. Les frères Horten n'ont pas réussi à atteindre ce chiffre, mais ils s'en sont approchés de très près. Le groupe motopropulseur était composé de 2 turboréacteurs Junker Jumo 004B qui permettaient à l'avion d'atteindre une vitesse de pointe de 960 km/h, une vitesse de croisière de 900 km/h et un plafond de vol de 15 000 mètres. De plus, parmi les bombes typiques de l'époque, la Ho-229 avait 2 canons MK-100 8,30 mm. Le premier essai de cette Wunderwaffen aérienne arrivait le 1er mars 1944. L'essai fut relativement réussi, même si la conception présentait quelques problèmes qui rendaient la tâche du pilote difficile. Outre le bois, ils ont utilisé alliage de métal léger pour éviter la résistance au vent, tout en améliorant son indétectabilité front à le radar. Le 2 février 1945, il essayait que je serais. La version finale du Ho-229, mais une tragédie frappa le prototype. L'un des moteurs s'arrêta en plein vol, et le pilote devrait avoir effectué un manœuvre. Il fut miraculeusement sauvé, lui et l'avion. Malgré cela, le développement continua. Les Alliés martelaient à la porte de Berlin, et le nazi, nous recherchions un arme sauveur. Mais il n'est jamais arrivé. Le Horten Ho-229 n'est jamais reparti. Le hangar pour rejoindre le lutte. Le régime d'Hitler est tombé le premier. En 1945, les Alliés ont trouvé le Ho-229, capturé à l'intérieur de l'opération Paperclip, une initiative occidentale visant à exploiter la technologie développée par les nazis, ainsi que leurs meilleurs ingénieurs et scientifiques, a été lancé. Le prototype a voyagé en Angleterre, puis aux États-Unis, où il a trouvé refuge entre le Smithsonian Museum et les ateliers de Northrop Grumman, l'entreprise à l'origine du B-2 Spirit, un bombardier stratégique et indétectable. Que a réalisé capturer l'essence du Horten Ho-229. Jusqu'à ce que le jour d'aujourd'hui, le Américain continuait enquêtant sur le développement des frères Horten qui, tout en bien qu'il n'ait jamais vu le jour, il s'est avéré être une contribution fondamentale à la technologie aérienne militaire américaine. DFS 346, l'avion spatial qui n'a jamais décollé. Dans les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était déjà évident que le Troisième Reich n'a pas pu inverser sa défaite sur les champs de bataille, les laboratoires secrets allemands ont continué à développer des technologies qu'ils ont broutées l'impossible. Parmi eux se trouvait l'un des projets les plus mystérieux et futuristes de l'Allemagne nazie, le DFS 346, un avion expérimental conçu pour voler à des vitesses supersoniques de plus de 30 000 mètres d'altitude. Dans essence, il s'agissait d'une tentative de construction d'un avion spatial dans les années 90. Le développement du DFS 346 a commencé dans des souffleries de l'Institut allemand Institut de recherche sur le vol à voile, dont il tire son nom. Sa conception fut initiée par l'ingénieur Felix Kracht, puis perfectionnée par Hans Rössing et Wolfgang von Dietrich, qui conçurent un appareil aux lignes épurées, doté d'un fuselage. Mince et à dents flèches, optimisé pour briser le mur du son en un temps dans que ni l'un ni l'autre même pas existait un moteur fiable. Pour ce faire, le DFS 346 n'avait ni hélice ni réacteur conventionnel. Il était équipé d'un moteur fusée fonctionnant au peroxyde d'hydrogène et au kérosène. Pensé être lancé à haute altitude par un bombardier-mer,
comme le Junkersju 388 ou le Heinkel E274. L'engin, une fois largué à environ 10 000 mètres d'altitude, allumerait son propulseur et s'élèverait dans un vol suborbital, atteignant théoriquement des vitesses proches de Mach 2 et dire plus loin de 2400 km/h. Le pilote serait situé dans une capsule pressurisée avec un siège éjectable équipé de systèmes d'oxygène et de commandes avancées. Un luxe inouï pour le norme de l'époque. Mais le DFS 346 n'était pas seulement une promesse de vitesse, c'était aussi un engagement dans la recherche sur le vol à haute altitude. À une époque où la Luftwaffe ne dominait plus le ciel, le régime nazi rêvait de le survoler sans opposition. Voler au-dessus le combattant, plus loin là de la portée de tout radar, soit missile anti-aérien, dans un monde où le avion était presque navire-vaisseau spatial. Le projet ne fut achevé qu'à la fin de la guerre. Lorsque les forces soviétiques entrèrent en Allemagne de l'Est, elles découvrirent plusieurs prototypes inachevés dans l'usine de Dessau. Contrairement à d'autres projets confisqués par les États-Unis, le DFS 346 passa aux mains des Soviétiques, devenant l'un des secrets les mieux gardés de l'après-guerre. Pendant plusieurs années, ingénieur soviétique faible, la direction du bureau d'études Mikoyan Gourevitch, a travaillé au développement et aux essais du DFS 346. Au moins 3 vols d'essai ont été effectués entre 1947 et 1951, utilisant des versions modifiées lancées depuis des bombardiers Tu-4. Cependant, résultat était insatisfaisant. L'appareil souffert problème de contrôle à haute vitesse, la cabine pressurisée était défectueuse et la rentrée atmosphérique extrêmement instable. Finalement, le programme était abandonné et le DFS 346 disparut dans l'oubli. Son héritage perdura néanmoins. La conception à ailes en flèche et l'idée de nacelles éjectables furent plus tard adoptées par les soviétiques. Dans le série de combattants, les MiG ont également influencé indirectement les conceptions expérimentales occidentales. Le DFS 346 était une vision en avance sur son temps, une tentative quasi solitaire de conquérir la stratosphère à une époque où même le vol transonique n'était pas encore pleinement compris. L'Allemagne, en plein effondrement. Total, toujours pari par ses projets, démontre que la science nazie ne s'est pas arrêtée devant l'impossibilité technique. Tandis que les fronts s'effondraient, quelques ingénieurs de la Reich, ils continuaient à regarder le ciel, convaincus que la prochaine guerre se déroulerait dans les étoiles. Le choquant ovni nazi, la tristement célèbre cloche d'Hitler, Die Glock. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, émergeait rumeur à propos une arme nazie top secrète, un dispositif si perfectionné qu'il allait changer le cours de la guerre à la dernière minute. En réalité, ce mythe a accompagné la découverte de dizaines de super-armes nazies, connues sous le nom de Wunderwaffen ou armes miracles. Si bien quelques de son « ils ont pris à cap », la plupart n'ont passé de « il pourrait s'agir d'une idée folle d'ingénieurs proches d'Hitler », enclin à fantasmer sur des concepts de science-fiction. Mais un projet en particulier, encore aujourd'hui, déconcerte chercheurs et historiens. Die Glock, qui signifie « la cloche ». Cette machine énigmatique est devenue l'un des mystères les plus effrayants et controversés de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale. Le Glock est décrit comme un appareil fait d'un métal dur et lourd, d'un diamètre approximatif de 2,7 mètres et d'une hauteur comprise entre 3,7 et 4,6 mètres, sa forme rappelant celle d'une grande cloche. D'après les plans et les rapports découverts par les chercheurs, cet appareil contenait 2 cylindres contrarotatifs, remplis d'une substance similaire au mercure de couleur violette. Ce liquide métal, dont existence non-il à carreaux jamais, avait nom de code Xerom 525 et était stocké dans un thermos haut et fin d'1 mètre de haut et encapsulé dans du plomb, ce qui indiquait sa supposée toxicité. Selon ces récits, lorsque la cloche était activée, elle avait un rayon d'action de 150 mètres. À 200 mètres de profondeur, des cristaux se sont formés sur les tissus animaux. Le sang s'est gélifié et séparé, tandis que les plantes se sont décomposées en une substance grasse. 5 des 7 scientifiques initialement impliqués dans le projet seraient morts de ces effets lors du développement de ce dangereux dispositif. Les tests auraient été portés où, aujourd'hui, ils trouvaient le ruine d'une structure en béton surnommée The Henge, à proximité de le Mien Venceslas,
à quelques à 3 km au sud-est du complexe principal de Sokolek, les travaux souterrains du projet RISE, qui pourrait également avoir servi de plateforme d'essai pour une expérience de propulsion antigravité générée avec The Bell. D'autres récits le situent dans un camp près de la frontière tchèque, gardé par les SS. La plupart des historiens retenus par l'Académie considèrent les allégations liées à la cloche comme de simples ouï-dire, car elle apparaît dans très peu de documents officiels. De le temps de la guerre, jamais aucun plan confirmé ni référence officielle n'ont été produits, hormis quelques anecdotes éparses. Cependant, des spéculations circulent quant à l'existence de fragments de projets de recherche. Royal aurait pu être déformé au fil du temps. Il est largement admis que les nazis ont mené des expériences dans des domaines tels que la propulsion et la physique des particules, souvent dispersées dans de multiples laboratoires secrets, mais à peser de la attractive histoire effrayante, il est possible que Die Glocke soit simplement une création qui condense plusieurs efforts technologiques distincts en une seule histoire fantastique. La vérité est que le doute persiste à ce jour et de nombreux fans de théories du complot et des ovnis croient que Die Glocke faisait partie d'un projet top secret qui essayait de créer des soucoupes volantes capables de s'échapper d'une terre déchirée par la guerre. Impressionnante étoile de la mort du Troisième Reich. Aux marges où la science devient délire, l'Allemagne nazie a exploré des idées qui confinaient à la fiction, plus loin extravagant. Un de le plus loin inquiétant était la Sonnengewehr, ou arme solaire, un projet théorique conçu par des scientifiques de la Luftwaffe pour créer un canon orbital capable de se concentrer le mon-dieu de la Soleil et brûler des villes entières depuis l'espace. Une super arme qui, si elle était développée, aurait transformé non seulement la guerre, mais aussi l'histoire de l'humanité. L'origine du canon solaire remonte à 1929, lorsque le physicien allemand Hermann Oberth, pionnier de l'astronautique moderne, a proposé la possibilité de placer des miroirs géants en orbite pour réorienter la lumière solaire. L'idée, dans principe, il ne s'agissait pas d'une solution militaire, mais d'une solution énergétique. Elle fut proposée comme méthode pour exploiter le rayonnement solaire à grande échelle. Mais en le contexte de la Troisième Reich, elle fut rapidement reconfigurée à des fins militaires. Dès 1941, un groupe de scientifiques allemands liés à la Luftwaffe présenta un projet ambitieux, consistant en un miroir concave de 3,5 km de diamètre, placé sur une station spatiale à 8200 km d'altitude. Ce miroir, constitué de plaques de métal poli, concentrerait les rayons du Soleil en un point précis de la surface terrestre, générant suffisamment de chaleur pour détruire des villes, évaporer des réservoirs ou incinérer des troupes en mouvement. La station, théoriquement habitée, comprendrait des panneaux de contrôle, des systèmes de guidage et des équipements à durée de vie prolongée. Les calculs suggéraient qu'avec un alignement correct, le Soleil pourrait être transformé en un rayon mortel capable de griller n'importe quel ennemi du Reich à distance. Le projet devint une obsession technique pour certains secteurs, même si beaucoup au sein du haut commandement le considéraient tout simplement irréalisable. Et il le fut. Dans les années 1940, l'Allemagne ne disposait pas des fusées capables d'emporter une telle structure dans l'espace, de la technologie de navigation orbitale et des matériaux capables de résister à l'environnement hostile extérieur à l'atmosphère. Même la maintenance en orbite était impensable. Concept était un chimère. Un rêve de domination mondiale s'est transformé en arme céleste. Cependant, le canon solaire est devenu si avancé dans ses calculs théoriques qu'après la guerre, le document les scientifiques du programme spatial américain, dont certains travaillaient sur le projet Horizon, puis à la NASA, ont étudié la possibilité de construire des plateformes solaires à des fins énergétiques, mais jamais à des fins militaires. En 1945, le magazine Life publia un article sensationnel décrivant le canon solaire comme s'il constituait une menace réelle. La vérité était plus loin modeste, mais pas moins dérangeant, car il est essayé d'une idée avancée, développée à propos. Un article d'une rigueur mathématique totalement détaché des contraintes matérielles de son époque. L'intérêt pour ce concept a persisté tout au long de la guerre froide. L'Union soviétique comme État inscrit développait propositions pour armes orbitales, y compris les plateformes et systèmes d'énergie solaire destruction depuis l'espace. Aucun n'a jamais atteint la phase opérationnelle, mais germes de ces idées avaient déjà été plantés ces dernières années de la Troisième Reich.
Il rayon de soleil n'en a pas été construit et n'a causé aucune destruction. Mais sa conception même témoigne d'une mentalité complexe qui, face à sa destruction imminente, a préféré imaginer un contrôle absolu de la planète depuis le Chéri, un délire orbital né d'un guerre trop terrestre. Le Krumlauf, le canon courbé pour tirer sans s'exposer. Parmi les inventions les plus étranges, mais aussi les plus pragmatiques, de l'arsenal nazi se trouvait le Krumlauf, un accessoire de fusil qui ressemblait à quelque chose sorti d'un dessin animé, mais qui répondait à un besoin réel sur le champ de bataille, tirer sans s'exposer. C'était un canon courbé, une rallonge métallique qui était attachée au fusil d'assaut Sturmgewehr 44, permettant aux soldats de tirer sous un angle, que ce soit depuis un coin, une tranchée ou l'intérieur d'un véhicule blindé. L'idée est née en 1943, lorsque le haut commandement allemand a commencé à observer les pertes dévastatrices subies par ses troupes au combat, urbain, en particulier sur des fronts comme Stalingrad. Prenez un coin, faire attention par un fenêtre soit avancé dans une tranchée étroite pourrait signifier la mort instantanée. Était nécessaire concevoir un système permettant de combattre sans s'exposer directement au feu ennemi. La Waffenfabrik Karl Walter GmbH fut chargée de développer la solution. Il s'agissait d'un accessoire tubulaire amovible, initialement en acier renforcé, qui courbait le canon du fusil à un angle de entre 30 degrés et 45 degrés. Plusieurs versions furent conçues. Le Krumlauf 30, destiné à l'infanterie, le Krumlauf 45 pour les opérations de chars, et une version expérimentale à 90 degrés, rapidement abandonnée en raison de son inutilité pratique. Le système comprenait un petit miroir périscopique que il chevauchait à propos. Le viseur de l'arme permettait aux soldats de voir ce qui se trouvait de l'autre côté du mur ou au coin de la rue. En théorie, cela permettait de tirer avec une certaine précision sans s'exposer directement. En pratique, cependant, l'invention était semée d'embûches, complications. Le problème principal était physique, puisque les projectiles, aux croix, un tube courbé à grande vitesse, ils ont subi une déviation importante, ce qui a réduit à la fois la précision et la vitesse du tir. De plus, les frottements internes provoquaient une usure extrêmement importante, rapide de la canon. Le d'abord preuve a montré que le Krumlauf n'a eu qu'une durée de vie de 200 coups avant de se détériorer complètement. Pire encore, de nombreux obus se sont fragmentés à l'intérieur. Accessoire en raison de sa courbure forcée, générant un nuage d'éclats dangereux, même pour le tireur. Dans certains cas, les balles explosaient partiellement à l'intérieur du canon, endommageant l'arme et blessant le soldat. Malgré ces limitations, plus de 500 exemplaires furent fabriqués et distribués principalement aux équipages de chars et aux escadrons d'assaut urbains. Panzer Krumlauf, en particulier conçu pour être monté dans la trappe des chars tels que le Panzer IV ou le Tigre Prima, permettait à l'équipage de tirer sur les troupes ennemies sans avoir à quitter le véhicule, offrant un avantage considérable en milieu urbain. Le Krumlauf n'a pas changé le cours de la guerre et n'est pas devenu un accessoire de masse. Mais ouais démontre la volonté de la régime nazi par expérience, même avec les principes balistiques les plus élémentaires, afin de prendre l'avantage au combat. C'était une réponse improvisée, désespérée et techniquement ingénieuse à l'enfer de la guerre urbaine que l'Allemagne avait déclenché et subi en propre chair. Après la guerre, certains de ces appareils tombèrent entre les mains des Alliés et furent étudiés avec intérêt, bien que non reproduits. Leur réelle utilité était-elle limitée comme son endurance mécanique? Dans le guerre froid, Israël, Corée de la Sud et les États-Unis ont brièvement relancé le concept dans des versions modernes pour les opérations de lutte contre le terrorisme, mais toujours comme une curiosité expérimentale. Brewster Buffalo, l'avion ennemi testé par les nazis. Parmi les nombreux mystères qui ont surgi après la chute du Troisième Reich, l'un des plus insolites fut la découverte d'un avion américain aux mains des nazis. Le Brewster F-2 à Buffalo, un chasseur qui, bien que considéré comme obsolète par les Alliés depuis 1942, était objet d'études intensives par partie de la Luftwaffe. Que vers un appareil américain dans les hangars de la Reich? Le répondre révèle une histoire d'espionnage, d'ingénierie inverse et d'expérimentation désespérée. Le Brewster Buffalo fut le premier chasseur monoplan embarqué aux États-Unis. États-Unis, introduit à la fin des années 1930.
Conçu par la Brewster Aeronautical Corporation, il fut l'un des premiers chasseurs entièrement métalliques de l'arsenal américain. Cependant, malgré ses progrès initiaux, il fut rapidement dépassé par des modèles comme le Grumman F4F, chat sauvage, soit il mythique P-51 Mustang. Au combat, notamment dans le Pacifique, le Buffalo s'est révélé lent, peu maniable et vulnérable, s'attirant le mépris de nombre de ses pilotes. Cependant, avant d'être relégué au second plan, ce modèle a été exporté vers plusieurs pays parmi ils Finlande. Là-bas, pendant la guerre de hiver et le deuxième durant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes finlandais remportèrent des succès impressionnants face aux avions soviétiques grâce au Brewster Buffalo qu'ils surnommèrent Taiwan Helmi ou la perle du ciel. Son efficacité entre les mains des Finlandais attira l'attention. Aux commandes allemands, en particulier parce que le Finlandais était allié de la Reich sur le front de l'Est. Grâce à ces liens, l'Allemagne a obtenu au moins une unité Buffalo intacte, probablement par échange avec la Finlande, pour être évaluée par des ingénieurs de la Luftwaffe. L'intention était savoir dans profondeur le capacité, faiblesse et conception du avion allié, et au même temps trouver solution applicable à leur propre modèle de combat. Il Buffel était transféré à la station d'essai de Rechlin, le plus important centre de développement aéronautique du Troisième Reich. Des techniciens allemands y ont procédé au démontage, à l'analyse de sa structure et à son exposition à des tests. À vol de preuve et comparer son performance avec modèles leurs propres appareils, tels que le Messerschmitt Bf 109 ou le Focke-Wulf FW 190, ont fait l'objet d'un verdict technique mitigé. Ils ont toutefois reconnu certaines qualités de leur conception, notamment sa robustesse structurelle et son visibilité frontale, aussi critiqué gravement son faible rapport puissance, poids et de faibles performances en altitude. Cependant, les informations obtenues grâce à cette analyse ont permis d'améliorer la formation des pilotes, des Allemands qui affronteraient des modèles américains sur le front occidental. Le fait que le Brewster Buffalo ait fini entre les mains du Reich révèle l'étendue du réseau de renseignement technique allemand et son besoin obsessionnel de comprendre l'ennemi sous tous ses aspects. L'Allemagne a également mené des tests similaires sur d'autres avions capturés, soit livrés par pays alliés, soit neutres, comme le Spitfire britannique ou le P-38 Lightning américain. Après la guerre, le Buffalo fut récupéré par les Alliés, avec d'autres exemplaires expérimentaux accumulés par les nazis. Bien qu'il n'ait jamais été un avion décisif, son rôle d'objet d'étude montre comment même une machine reléguée peut devenir une pièce maîtresse dans la course technologique d'une guerre totale. Le Brewster Buffalo, méprisé par nombre de ses propres pilotes, devint ainsi, entre de mauvaises mains, elle s'est transformée en une précieuse source de renseignements. À Rechlin, elle n'était pas une arme, mais un inconnu. Un ennemi qui rayons il langage des plans, des données et de l'ingénierie. La souris maudite, le développement du Panzer 8 Maus. Le Panzerkampfwagen 8 Maus était le char le plus lourd jamais construit. Conçu par Ferdinand Porsche et produit par Krupp, le Maus était conçu comme un super char. Char que j'ai dû casser n'importe lequel doublé défensif allié grâce à un blindage extrême et une puissance de feu écrasante. Son développement a commencé en 1942 sous les ordres directs d'Hitler, qui favorisait chaque temps plus loin le dessin de armement colossal. Il Maus avait un poids total de 188 tonnes, ce qui le rendait non viable pour la plupart de le pont et chemin. Il mesurait 10,2 mètres de long, 3,71 mètres de large et 3,63 mètres de haut, avec un équipage de 6 hommes. Son armement principal était un canon KWK 44L55 de 128 mm, équivalent à celui des chasseurs de chars Jagdtiger, accompagné d'un canon coaxial KWK 44L36,5 de 190-75 mm. Cette combinaison lui permettait d'engager des cibles blindées ainsi que l'infanterie et les fortifications. Le blindage frontal atteignait 240 mm en tourelle et 200 mm en caisse, ce qui le rendait pratiquement invulnérable. Invulnérable aux armes anti-chars alliées de l'époque. Le moteur constituait l'un de ses plus gros problèmes. 2 variantes furent testées. Un moteur Daimler-Benz MB509 moteur à essence et un moteur diesel expérimental MB517. Tous deux étaient couplés à un générateur électrique qui entraînait 2 moteurs électriques sur les voies,
suivant un système de propulsion hybride. Sans embargo, le vitesse maximum était inférieur à 20 km par heure, avec une autonomie extrêmement limitée. Ils ont été construits 2 prototypes entre 1944 et 1945. Un de Ils avec tourelle et autre. Sans cela, les 2 appareils furent testés à Kummersdorf et Böblingen, mais n'eurent jamais l'occasion de combattre. Réel. Où approche le force soviétique, le char était partiellement détruit par leurs équipages. L'armée rouge s'empara plus tard des restes et assembla une unité fonctionnelle à partir de composants des 2 prototypes. Le Maus reflétait une philosophie de la guerre fondée sur la force brute, incompatible avec les besoins logistiques et tactiques du champ de bataille moderne. Sa taille, sa consommation de carburant et mobilité. Sa limitation en a fait un symbole de l'excès technique et de la déconnexion stratégique du haut commandement allemand dans les dernières années du conflit. Projet Habakkuk, le transporteur de glace contre les sous-marins. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le océan était champ de bataille, donc aussi meurtrier que les tranchées ou le ciel. L'Atlantique Nord, en particulier, devint un véritable enfer pour les convois alliés, harcelés sans relâche par les sous-marins allemands. Face à cette menace constante, des idées insolites émergèrent. De le plus surprenant est né dans l'esprit d'un scientifique excentrique et a même trouvé un écho chez Winston Churchill. Il s'agit du projet Habakkuk, un projet visant à construire un gigantesque porte-avions fait de glace. Bien que le projet fût britannique, l'Allemagne en avait une connaissance partielle par l'espionnage naval, et l'histoire de son développement et de son abandon fait également partie de l'étrange héritage technologique laissé par la Seconde Guerre mondiale. Son lien avec les nazis n'était pas direct, mais stratégique. Il s'agissait d'une réponse à la suprématie initiale des sous-marins dans l'Atlantique. L'idée était de créer une immense structure flottante, capable de résister aux torpilles et de supporter des bombardiers lourds, d'où les convois en provenance d'Islande pourraient être escortés et protégés. Jusqu'à Afrique du Nord. Le projet a été proposé par Geoffrey Pike, un visionnaire sans formation universitaire, officiel mais avec idées révolutionnaires. Pike suggérait utiliser un mélange de glace et de pulpe de bois appelé picrète, un matériau qui non seulement flottait, mais que était plus loin résistant à les impacts, était plus important que la glace pure et fondait beaucoup plus lentement. Le picrète pouvait en théorie résister aux attaques de torpilles, aux tirs de canon et aux tirs ennemis, et pouvait être facilement réparé en versant simplement plus d'eau dessus. Il conception fin prévue une plateforme de plus de 600 mètres de long et 90 mètres de large avec un équipage de plus de 3000 hommes, des moteurs électriques pour se déplacer à basse vitesse et des hangars internes pour dizaines de avions. Mais la construction était complexe. Maintenir le picrète congelé en haute mer nécessitait un système de réfrigération interne continu. De plus, le poids total dépassait les 2 millions de tonnes. En 1943, un prototype fut construit sur le lac Patricia, en Alberta, au Canada. Long de seulement 18 mètres, il servit à démontrer l'efficacité et la viabilité du matériau à petite échelle. Cependant, des problèmes surgirent rapidement. Le coût logistique était astronomique, la réfrigération continue était intenable et les progrès des Alliés en matière de porte-avions conventionnels rendaient inutile le développement d'un colosse de glace. Au même moment, le Troisième Reich perdait déjà la bataille de l'Atlantique à cause des radars, des escortes aériennes et de l'augmentation de la production navale alliée. Le projet Habakkuk fut donc annulé en 1944. Le prototype canadien fut abandonné et, au fil du temps, disparut discrètement. Le projet Habakkuk ne fut jamais connu du public pendant la guerre. Il fut déclassifié. Décennies. Devenue plus tard une anecdote fascinante sur l'ingéniosité et le désespoir des Alliés, elle constitue, bien que conçue par les Britanniques, une réponse indirecte à la capacité technique et destructrice de l'ennemi nazi, notamment à la puissance de ses sous-marins. Que dominait l'océan avec une mortelle efficacité pendant les premières années du conflit. Aujourd'hui, le Habakkuk est considéré comme l'une des idées les plus improbables de toute la guerre, un mélange de science, de glace et de foi aveugle en l'impossible. Un porte-avions gelé, imaginé au cœur d'une guerre acharnée. Les ballons incendiaires nazis, l'arme à air chaud qui a traversé les frontières. Dans les dernières années du Troisième Reich, alors que les bombes alliées pleuvaient sur Berlin et que le front de l'Est s'effondrait, certains secteurs du haut commandement nazi se tournèrent vers une stratégie apparemment primitive, mais dotée d'un potentiel subversif.
les ballons incendiaires. Inspirés en partie par les anciennes technologies orientales et les expériences japonaises modernes, l'Allemagne développa un système de ballons chargés d'explosifs et d'incendiaires qui, transportés par les courants d'air, pouvaient atteindre le territoire ennemi sans avoir besoin de pilotes ou d'avions. Bien que le projet n'ait pas atteint l'ampleur du programme japonais Fugo, qui a lancé plus de 9000 ballons contre les États-Unis, les ballons incendiaires nazis. Ouais, ils sont arrivés se dérouler expérimentalement dans Europe. Ilbu était utilisé ballon complet de l'hydrogène ou de l'hélium pour transporter des charges incendiaires, des mines aériennes ou des dispositifs de propagande en profitant des courants d'air au-dessus du canal de l'Eutache ou même, selon certains documents, pour tenter d'atteindre l'Écosse ou l'Afrique du Nord. Les ballons étaient construits à partir de matériaux légers comme le papier ciré ou le celluloïd, et leur portance était assurée par l'hydrogène, une solution dangereuse, mais inaccessible en raison de la pénurie d'hélium. Le système de navigation était totalement passif, et les ballons étaient simplement lâchés à des jours précis, lorsque les vents étaient favorables. Certains comportaient des mécanismes de temporisation rudimentaires qui larguaient les explosifs après une durée de vol estimée, tandis que d'autres transportaient simplement la charge utile fixe jusqu'à l'impact. Une variante plus sophistiquée comprenait de petites bombes incendiaires au phosphore blanc qui cherchaient à provoquer incendie sylviculture, soit dommages aux installations agricoles. Bien que leur impact ait été mineur d'un point de vue tactique, ils ont généré une certaine incertitude au sein des défenses ennemies, en particulier dans l'Angleterre, où l'apparition inattendue d'objets flottants et d'explosifs a généré des alertes constantes. L'un des épisodes les mieux documentés eut lieu en 1944, lorsque plusieurs ballons lancés depuis la Bretagne s'écrasèrent dans des zones rurales du sud-ouest de l'Angleterre, provoquant de légers incendies de terres agricoles. Le gouvernement britannique, conscient de la nature psychologique de l'attaque, ordonna la censure de toute couverture médiatique afin d'éviter tout mouvement de panique. Au-delà des dégâts matériels, les ballons allemands remplirent une fonction symbolique. Ils démontrèrent que, même à ces derniers instants, le Troisième Reich pouvait encore exporter la destruction au-delà de ses frontières. Certains ballons transportaient des tracts de propagande signés de phrases telles que « Die Luft gehört uns », signifiant « l'air nous appartient », rappelant à l'ennemi que la domination aérienne n'était pas encore absolue. Après la fin de la guerre, les services de renseignement alliés ont retrouvé des documents relatifs à ces expériences dans les archives de la Luftwaffe. Des restes de ballons non explosés ont également été découverts dans des champs français, néerlandais et écossais. Ouais bien, il portée opérationnelle était limité, le ID intéressé à le stratège de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS étudièrent l'utilisation de ballons comme vecteurs d'espionnage, de communication et même d'armes bactériologiques. Le précédent allemand, cependant, demeura une singularité technique, une tentative archaïque de guerre. Guerre aérienne sans avion, dans un contexte où la supériorité technologique des Alliés était déjà écrasante. Les ballons incendiaires nazis n'ont pas changé le cours du conflit, mais démontré le disposition allemand à explorer tous les moyens, même les plus rudimentaires, pour mener la guerre jusqu'au dernier recoin de la carte. Schwerer Gustav, le plus grand canon jamais construit. Dans une guerre où l'ampleur des destructions semblait sans limite, l'Allemagne nazie a construit une arme si colossale qu'elle défie toute logique moderne, le Schwerer Gustav, le plus grand canon jamais déployé en combat. Sa taille, son poids et sa puissance en ont fait une légende de l'ingénierie militaire, une œuvre de titanisme industriel qui cependant était aussi impraticable que symbolique. Le Schwerer Gustav était développé par l'entreprise Krupp à commande droit d'Adolf Hitler à la fin des années 30. Son objectif était clair: détruire les fortifications de la ligne Maginot, le mur souterrain et acier qui protégeait le frontière est de la France. Il fallait une arme capable de percer des murs de béton de 7 mètres d'épaisseur ou des plaques d'acier d'1 mètre d'épaisseur. La solution: un canon ferroviaire capable de tirer des obus de 7 tonnes à plus de 40 km. Le résultat final était tout simplement monstrueux. Le Gustav pesait 1350 tonnes, mesurait 47 mètres de long et tirait des obus de 800 mm, plus gros qu'un homme adulte grâce à une charge explosive d'une portée efficace de 30 km. Sa puissance était telle qu'à l'impact, les obus pouvaient pénétrer plus de 10 mètres de sol avant d'exploser. Mais toute cette force avait un prix.
Il montage de la canon requis manière double spéciaux larges, plus loin de 2000 hommes et plusieurs semaines de préparation. Le Gustave ne pouvait se déplacer que sur des rails droits et sa portée de tir était limitée par le système de pivotement des rails. En bref, c'était une arme stationnaire, gigantesque et vulnérable. Son seul rôle actif, il a donné dans 1942, pendant le siège de Sébastopol en Crimée. Là, il tira environ 48 obus un bombardement qui ont détruit des bunkers souterrains, des dépôts de munitions et un base naval. Le résultat fut dévastateur, mais le coût logistique fut énorme. Après utilisation, le canon nécessitait un entretien constant et l'usure du tube d'acier était si importante. Qui ne pouvait tirer qu'une centaine de coups avant de devoir être remplacé. Un deuxième exemplaire, le Dora, fut construit et déployé à Stalingrad, mais ne participa jamais au combat. La mobilité, la rapidité et la guerre aérienne firent du Gustave un dinosaure technique, une bête du passé prise dans une guerre du futur. Pour le protéger des bombardements, le Gustave fut camouflé avec des bâches et des filets, mais sa taille le rendait vulnérable vu du ciel. À la fin du conflit, les 2 canons furent détruits par les forces allemandes pour empêcher leur capture. Les Alliés découvrirent des épaves du Gustave près d'Auerbach, en Saxe, en avril 1945. Ces pièces furent examinées par des experts soviétiques et américains, mais le concept fut rapidement abandonné à l'ère de la puissance aérienne et de la bombe guidée. Et pourtant, le Schwerer Gustave est parti une empreinte digitale indélébile dans l'histoire militaire. Non pas pour son efficacité, mais pour ce qu'elle représentait, la volonté de construire l'arme la plus gigantesque, sans matière son utilitaire réel. Était une déclaration de puissance, une menace visuelle plutôt que stratégique, un mélange d'ingénierie et de propagande. Projet Der Riese, le complexe d'armes souterrain géant qui n'a jamais vu le jour. Au cœur des monts Hibou, en Pologne, se trouve l'un des vestiges les plus énigmatiques de l'Allemagne nazie. Il s'agit d'un vaste complexe de tunnels connu sous le nom de Projet Der Riese ou le Géant, qui aurait été construit entre 1943 et 1945 en Basse-Silésie, en Pologne, reliant des chambres souterraines, et faisait partie d'un projet de grande envergure orchestré par les SS, qui ont eu recours à des travailleurs forcés pour le mener à bien. Certains historiens pensent que le plan visait à créer un centre de commande bien sûr pour fonctionnaires de des hauts fonctionnaires et même une réplique du Führerbunker pour port à Hitler dans la domination du front de l'Est, tandis que d'autres soutiennent qu'elle aurait pu être destinée au développement d'armes avancées ou au stockage de ressources. Bien que sa destination n'ait jamais été confirmée puisque le projet a été interrompu après la chute de Berlin aux mains de l'Union soviétique, les historiens s'accordent à dire que l'ampleur de la projet était géniale. 1000 de prisonniers transférés de divers camps de concentration ont été contraints de travailler dans des conditions brutales, d'excaver des roches et de couler du béton dans une obscurité étouffante. Dans certaines sections, des systèmes de ventilation, de lourdes portes blindées et des voies ferrées apparurent, témoignant d'une conception grandiose destinée à résister à de lourds bombardements. Aujourd'hui encore, labyrinthe inachevé semble de façon inquiétante abandonné en pleine construction, comme si ses créateurs avaient disparu du jour au lendemain. En réalité, plusieurs mythes circulent autour de ce projet, à ce extensif et mystérieux réseau dont nous parlerons plus loin avant. Dans le présent, il projet Der Riese. On peut le visiter comme une attraction touristique, et ceux qui pénètrent dans les tunnels souffrent d'énormes frissons en pensant à la nature macabre de sa construction. La tanière du loup, le centre de commandement stratégique du Reich. Dans les forêts denses de Gierlos, Pologne, il trouvait le reste s'est effondré dans l'un des complexes les plus secrets et fortifiés de l'Allemagne nazie. Le repère du loup, premier quartier général militaire d'Adolf Hitler sur le front de l'Est, un complexe complexe et vaste de bunkers camouflés, d'où il dirigea les événements qui scelleraient le sort du Troisième Reich. Construit comme siège principal de Adolf Hitler pour organiser lors de l'attaque contre l'Union soviétique, ce fort était plus qu'un simple centre de commandement. C'était une forteresse de terreur composée de 80 bâtiments aux usages divers. Il était entouré de 50 bunkers, de pièges, de nids de snipers, de barbelés et d'un labyrinthe de tunnels souterrains conçus pour satisfaire les désirs d'un dirigeant paranoïaque et mégalomane qui se méfiait de toute ombre et craignait un assassinat à chaque instant.
Même aujourd'hui, des décennies après la guerre, les visiteurs qui peuvent visiter la tanière du loup sont déconcertés par ces vestiges obsédants. Dalles de béton posées dispersées partout si lieu détruit par les troupes allemandes désireuses de garder leurs secrets cachés. Cependant, l'un des aspects les plus importants de la découverte de la tanière du loup était son réseau complexe de couloirs cachés et voies d'évasion extraordinaires, que, avec curiosité, était conçu pour détruire île complexe au cas où l'ennemi parviendrait à s'infiltrer ou à le capturer. Ce fait révélait le désespoir des nazis de trouver une issue de secours ou, du moins, de mourir en essayant. À proximité du complexe principal, théâtre d'opération d'Hitler, des pièges ont été placés dans des sections cruciales afin que de grandes parties des zones de terrain pouvaient être instantanément détruites face à l'avancée de l'ennemi. Les sapeurs couvraient les bunkers de filets de camouflage pour éviter d'être repérés par l'aviation alliée et des canons y étaient installés. Des canons anti-aériens à proximité pour contrer d'éventuels bombardements. Cependant, l'événement le plus célèbre lié à ce sinistre complexe s'est produit le 20 juillet 1944, lorsqu'il colonel Klaus, depuis Stauffenberg, essayait fin avec le vie de Hitler avec une mallette piégée, dans le cadre d'une conspiration interne qui est entrée dans l'histoire sous le nom de Opération Valkyrie. Bien que l'emplacement exact de la tentative est au jour d'aujourd'hui peu clair, il est que l'explosion a rasé le complexe, mais Hitler a survécu, bien que la tentative d'assassinat ait échoué et laissé plusieurs blessures. Alors de l'échec de la plan Valkyrie, le mesure sécurité accrue, et il ajoutait plus loin barrières et pièges, mais à peser de malgré ses formidables défenses, les forces soviétiques atteignirent finalement le site début 1945, incitant les troupes allemandes en retraite à faire exploser des centaines d'explosifs, réduisant le repère en ruine. Aujourd'hui, il ne reste que d'énormes fragments de béton. Et quelques abris s'est effondré, que souviens-toi aux visiteurs la terreur, et il se crée d'un régime que quelque temps conspirait dans ses murs pour tenter de conquérir le monde. La bombe atomique nazie et les cubes d'uranium, le projet nucléaire du Troisième Reich. De toutes les inventions et projets secrets du Troisième Reich, aucun n'a suscité autant de spéculations, de peurs et de recherches historiques que sa tentative ratée de construire une bombe atomique. Contrairement aux expériences aéronautiques ou aux super-armes visibles, le programme nucléaire allemand fut délibérément caché, fragmenté entre plusieurs laboratoires et à peine compris par ses propres dirigeants. Il laissa cependant une trace physique indéniable. Les Tesseract en sont un exemple. De mystérieux cubes d'uranium retrouvés après la guerre, vestiges tangibles d'une ambition qui aurait pu changer le destin de la planète. Le programme nucléaire nazi a officiellement débuté en 1939, à peine semaines après que des scientifiques allemands, dont Otto Hahn et Fritz Strassmann, eurent découvert la fission nucléaire. Parallèlement aux États-Unis, cette découverte allait déclencher le projet Manhattan. En Allemagne, cependant, l'effort fut placé sous l'égide de l'Uran-Verein, club de l'uranium, un réseau des physiciens tels que Werner Heisenberg, Kurt Dibner et Karl Friedrich von Weizsäcker étaient dispersés entre universités et laboratoires militaires. Le principal obstacle allemand n'était pas conceptuel mais pratique. La rareté des ressources, la désorganisation interne et l'absence d'une autorité unique pour diriger le programme empêchèrent la consolidation d'un effort similaire à celui des États-Unis. Tandis que les Américains, ils ont investi des milliers de millions et ils ont utilisé à plus loin de 130 000 personnes dans leurs laboratoires, les Allemands travaillaient avec des budgets minimes et à peine un poignet de scientifiques, souvent en désaccord les uns avec les autres. Malgré tout, le Reich a progressé dans certains aspects techniques. Dans plusieurs, des installations comme le laboratoire de Haigerloch, caché dans une grotte du sud de l'Allemagne, ont servi au développement de prototypes de réacteurs expérimentaux. C'est ici qu'ils ont été découverts. Dans 1945, dizaines de petits cubes de uranium métal, de environ 5 cm de côté, suspendus à des cadres métalliques à l'intérieur d'un modérateur à eau lourde. L'objectif était de générer une réaction en chaîne contrôlée, la première étape du développement d'une bombe atomique. Chaque cube pesait environ 2 kg et était composé d'uranium naturel. Au total, on estime que l'Allemagne a produit plus de 600 de ces blocs, répartis entre plusieurs laboratoires. Mais la conception du réacteur était défectueuse, et les matériaux utilisés étaient défectueux, insuffisantes.
Les scientifiques allemands n'ont jamais réussi à obtenir une réaction auto-entretenue, alors qu'en décembre 1942, Enrico Fermi et son équipe y étaient déjà parvenus aux États-Unis. La découverte des cubes par les forces alliées a non seulement confirmé l'existence de la programme nucléaire nazi, mais que accéléré l'urgence du projet Alsos, une mission secrète pour pistes scientifiques, matière nucléaire, et saboter toute avancée allemande. L'objectif était double. Premièrement, empêcher Hitler d'accéder à nucléaire, et dans deuxième lieu, empêcher les soviétiques de s'approprier leur technologie. La question qui persiste depuis des décennies est la suivante. À quel point l'Allemagne était-elle proche de développer une bombe atomique fonctionnelle? La plupart des historiens s'accordent à dire que, bien qu'ils aient la théorie, manquait de médias, temps et organisation. Heisenberg lui-même, dans des conversations secrètement enregistrées pendant sa détention en Angleterre, laissa entendre qu'il ne savait même pas exactement à quelle distance il se trouvait américain, sans embargo. Il simple le fait que tant de cubes d'uranium aient été préservés et que des réactions soutenues aient été tentées secrètement sous terre a alimenté des théories ultérieures sur des essais cachés, des développements parallèles et même des transferts de technologie vers l'Amérique du Sud ou l'Égypte. À ce jour, certains se cubes, îles préservées dans musées et des laboratoires aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, tels les vestiges d'un cauchemar scientifique qui ne s'est jamais matérialisé. La bombe atomique nazie était un fantôme. Elle n'a jamais existé, mais elle était suffisamment proche pour inspirer la peur et suffisamment lointaine pour ne pas modifier l'histoire. Ce petit les cubes de métal condensait la plus grande menace du XXe siècle. La possibilité que le mal puisse avoir accès au pouvoir absolu de destruction.